Chapitre 3. Cause d'un retard dans la chute du Karnak. Quelques instants plus tard, le capitaine entra, et après avoir salué Belzébuth avec tout le cérémonial que requérait le rang de celui-ci, « Haute révérence, lui dit-il, permettez-moi de vous demander votre indiscutable opinion. Un obstacle qu'il nous est impossible d'éviter se présente sur notre route et s'oppose à notre chute en ligne droite. Si notre vaisseau suit le parcours convenu, il traversera dans 2 kilprenos, c'est-à-dire un certain laps de temps qui correspond à peu près à 1 heure, le système solaire Vouyanik. À l'endroit même où doit passer notre vaisseau passera également, à peu près 1 kilpreno plus tôt, une grande comète appartenant à ce système solaire et qui porte le nom de Sakour. Si nous nous en tenons à la direction projetée, nous croiserons inévitablement la trajectoire de cette comète. Mais, comme vous le savez, haute révérence, cette folle de comète répand dans son sillage quantité de zylnotrago, qui est d'un gaz qui ressemble à de l'acide cyanhydrique, et ce gaz, lorsqu'il pénètre dans le corps planétaire des êtres, trouble la plupart de leurs fonctions tant qu'il ne s'est pas entièrement volatilisé. Je pensais tout d'abord, poursuivit le capitaine, éviter ces zones de zylnotrago en les faisant contourner par notre vaisseau. Cela nous obligerait à faire un grand détour, ce qui allongerait un peu notre voyage. Mais attendre que le zylnotrago se soit dispersé demanderait encore plus de temps. Devant cette alternative, haute révérence, je ne peux rien décider par moi-même. C'est pourquoi j'ai eu la hardiesse de vous importuner pour solliciter de votre compétence un avis. Lorsque le capitaine eut parlé, Belzébuth réfléchit un instant et dit « Je ne sais trop que vous conseiller, mon cher capitaine. Si pourtant, dans le système solaire où j'ai passé de longues années se trouve une planète nommée Terre. Sur cette planète Terre surgissait et continue de surgir jusqu'à maintenant d'étranges êtres tricentriques. Parmi eux, sur l'un des continents qui porte le nom d'Asie, existait un être tricérébral fort sage que l'on nommait là-bas Mullah Nassereddin. Ce sage terrestre, Mullah Nassereddin, pour toutes les situations singulières de l'existence, grandes ou petites, avait des sentences toujours justes et mordantes. Et comme ces sentences contenaient toutes, pour les êtres de là-bas, un fond de vérité, je les pris moi aussi pour guide pendant mon séjour sur cette planète, afin d'y jouir d'une existence agréable parmi eux. Dans le cas présent, mon cher capitaine, je mettrai à profit l'une d'entre elles. Dans une situation comme celle qui nous échoua en partage, il aurait probablement dit « On ne peut pas sauter par-dessus ses genoux, et il est absurde de vouloir baiser son propre coude. » C'est ce que je vous dirai maintenant, et j'ajouterai « Rien à faire, mon cher capitaine. Lorsqu'on voit poindre un événement provenant de forces incomparablement supérieures aux siennes, il faut se soumettre. Vous dites qu'un détour allongerait beaucoup notre route, mais que l'attente prendrait encore plus de temps. Fort bien. Supposons même que ce détour nous fasse gagner un peu de temps. Qu'en pensez-vous? Est-ce la peine de laisser travailler et s'user la machinerie de notre vaisseau pour arriver un peu plus tôt à destination? Si ce détour devait entraîner de tels effets, il faudrait, à mon avis, donner la préférence à votre seconde proposition et s'arrêter quelque part jusqu'à ce que la route soit purifiée de ce nocif zylnotrago. Du moins préserverions-nous notre vaisseau d'un dommage inutile. Et nous tâcherions de remplir le temps de ce retard imprévu d'une manière profitable à tous. Pour ma part, j'aurais volontiers parlé avec vous des vaisseaux actuels en général et d'une autre en particulier, car pendant mon absence, quantité d'inventions ont été faites qui me sont encore totalement inconnues. De mon temps, par exemple, ces grands vaisseaux transspatiaires étaient si compliqués et si volumineux que la moitié de leur puissance, ou presque, passait à transporter les matériaux nécessaires à l'élaboration de l'énergie assurant leur locomotion. En revanche, les vaisseaux actuels, par leur simplicité et les facilités qu'ils offrent pour toutes les manifestations étriques, sont des modèles de Felicito Skierno. On en oublie même que l'on n'est pas sur une planète. Eh bien, mon cher capitaine, je voudrais savoir comment on est parvenu à réaliser de telles merveilles et comment fonctionnent les vaisseaux actuels. Pour le moment, allez, prenez toute disposition pour la halte nécessaire. Puis, quand vous serez libre, revenez me voir et nous passerons le temps de notre inévitable retard en entretien profitable pour tous. Lorsque le capitaine fut sorti, Assin se leva brusquement et se mit à danser et à battre des mains en criant « Que je suis content de ce qui arrive !» Belzébuth considérait affectueusement les joyeuses manifestations de son favori, mais le vieil Aoun n'y put tenir, et, hochant la tête, se mit à grommeler, reprochant au jeune garçon de n'être qu'un égoïste en herbe. Ayant entendu Aoun le traiter ainsi, Assin s'arrêta devant lui et, le regardant d'un air espiègle, lui dit
Ne te fâche pas, mon bon Aoun. La cause de ma joie n'est pas mon égoïsme, mais une heureuse coïncidence. Tu as entendu? Mon cher grand-père n'a pas seulement décidé de faire une halte, il a promis au capitaine de parler avec lui. Et tu sais bien que mon cher grand-père est toujours amené dans la conversation à parler des pays où il est allé. Tu sais aussi qu'il raconte merveilleusement bien et que ses récits cristallisent en nos présences des informations nouvelles et intéressantes. Quel égoïsme y a-t-il là? N'a-t-il pas lui-même, après avoir pesé de son plein gré avec sa sage raison toutes les circonstances d'un événement imprévu, décidé de cette halte qui apparemment ne dérange pas trop les plans qu'il s'était tracés? Mon cher grand-père, me semble-t-il, n'a aucune raison de se presser. Il a sur le Karnak tout ce qui est nécessaire à son confort et à sa tranquillité, et il est entouré de tout ce qu'il aime et dont il est aimé. Rappelle-toi, il vient de dire qu'à des forces supérieures aux siennes, il ne fallait pas résister. Et il a ajouté que non seulement on ne devait pas résister, mais qu'il fallait même se soumettre et accepter leurs résultats avec vénération, en louant et bénissant dans ses divines œuvres la prévoyance du Seigneur notre Créateur. Ce n'est pas notre malchance qui me réjouit, mais ce fait qu'un événement imprévu, venu d'en haut, nous permettra, une fois de plus, d'entendre les récits de mon cher grand-père. Est-ce ma faute si les circonstances tournent pour moi de la manière la plus désirable et la plus heureuse? Non, mon cher Aoun, il ne faut pas me réprimander. Il faut te joindre à moi pour glorifier avec reconnaissance la source d'où surgissent tous les résultats bienfaisants. Belzébuth, tout en souriant, avait écouté d'un bout à l'autre avec attention le bavardage de son favori. « Tu as raison, mon cher Assin, lui dit-il, et puisque tu as raison, je te raconterai ce que tu voudras avant la venue du capitaine. » À ces mots, le jeune garçon courut immédiatement s'asseoir aux pieds de Belzébuth, réfléchit un instant et dit « Cher grand-père, tu m'as déjà tant parlé du système solaire sur lequel tu as passé de si longues années que j'aurais peut-être pu continuer avec ma seule logique à décrire jusque dans ses détails la nature de ce coin original de notre univers. Cependant, je voudrais savoir si les planètes de ce système solaire sont habitées par des êtres tricérébraux et si des corps éthriques supérieurs se revêtent en eux. Voilà, cher grand-père, ce dont j'aimerais que tu me parles, conclut Assin, en regardant Belzébuth avec tendresse. Oui, répondit Belzébuth, presque toutes les planètes de ce système solaire sont habitées par des êtres tricérébraux, et chez presque tous peuvent se revêtir des corps éthriques supérieurs. Cependant, les corps éthriques supérieurs, ou comme on les nomme sur certaines planètes de ce système solaire, les âmes, ne se revêtent pas chez les êtres tricérébraux peuplant certaines planètes, celles que les émanations de notre très saint soleil absolu n'atteignent qu'après avoir perdu progressivement, et par suite de réfractions réitérées, la plénitude de leur force et qui n'ont plus désormais la puissance vivificatrice nécessaire au revêtement des corps éthriques supérieurs. Bien entendu, mon enfant, sur chacune des planètes de ce système solaire, les êtres tricérébraux qui s'y constituent prennent une forme extérieure en accord avec la nature de cette planète et s'y adaptent dans tous leurs détails. Par exemple, sur la planète Mars où nous étions exilés, les êtres tricentriques se forment dans un corps planétaire ayant l'aspect, l'aspect d'un Karun. Autrement dit, ils ont un torse long et massif, abondamment pourvu de graisse, et une tête avec d'énormes yeux bombés et lumineux. Sur leur dos gigantesque sont fixées 2 grandes ailes, et à leur base 2 pieds relativement petits, armés de griffes puissantes. Presque toute la force de cet immense corps planétaire sert à élaborer l'énergie nécessaire à leurs yeux et à leurs ailes. Grâce à cette particularité, les êtres tricérébraux de cette planète sont en mesure de voir partout, quelle que soit l'obscurité, et ils peuvent non seulement survoler leur planète, mais dépasser dans certains cas les limites de son atmosphère. Une autre planète, parfois assez proche de Mars, est peuplée d'êtres tricérébraux qui, en raison des grands froids, portent une fourrure épaisse et douce. La forme extérieure de ces êtres tricentriques ressemble à un tussouk, c'est-à-dire à une sorte de double globe. Le globe supérieur sert de réceptacle aux principaux organes du corps planétaire, le globe inférieur aux organes de transformation des premières et deuxièmes nourritures éthriques. Dans le globe supérieur, 3 orifices s'ouvrent sur l'extérieur. 2 d'entre eux servent à la vue, et le 3e à l'ouïe. Quant au globe inférieur, il ne compte que 2 orifices, l'un antérieur servant à recevoir la première et la deuxième nourriture éthrique, l'autre postérieur servant à rejeter les déchets hors de l'organisme. Au globe inférieur sont également fixés 2 solides pieds tendineux comportant chacun une sorte d'excroissance qui correspond à ce que sont pour nous les doigts. Dans ce système solaire se trouve encore, mon cher enfant, une toute petite planète qui porte le nom de Lune.
Dans son mouvement, elle passait très près de notre planète Mars, et à travers le Tescrano, c'est-à-dire le télescope, de mon observatoire, je prenais plaisir à suivre, pendant des kilprenos entiers, le processus d'existence des êtres tricérébraux qui la peuplaient. Les êtres de cette planète ont un corps très frêle, mais disposent d'un esprit puissant qui leur confère une persévérance et une faculté de travail exceptionnelles. Leur forme extérieure évoque celle de grandes fourmis. Comme elles, ils s'affairent et travaillent continuellement à la surface et à l'intérieur de leur planète. Leur incessante activité a déjà donné des résultats bien visibles. Je constatais même un jour que dans l'espace de 2 de nos années, ils avaient pour ainsi dire perforé toute leur planète. Ils avaient été contraints à ce travail par des conditions atmosphériques anormales, dues à la façon inopinée dont leur planète avait surgi et au fait que les forces supérieures n'avaient pas prévu de régulariser son harmonie climatique. Ce climat, disons-le, est réellement fou et rendrait des points par son inconstance aux femmes hystériques les plus fougueuses d'une planète de ce système solaire, dont je te parlerai également. Sur cette lune, le froid est parfois si vif que tout y gèle de part en part et qu'il y devient impossible de respirer en atmosphère ouverte. Puis, tout à coup, il y règne une telle chaleur qu'un œuf y cuit en un clin d'œil. Mais au cours de 2 brèves périodes, avant et après la fin d'un tour complet autour d'une planète voisine, il y fait un temps si divin qu'au bout de quelques oscillations, elle est en pleine floraison. Elle donne alors à ses habitants quantité de produits servant à leur première nourriture éthrique, bien plus qu'il n'en faut pour leur existence dans l'original empire intraplanétaire qu'ils se sont organisés à l'abri des intempéries de ce fou de climat, qui ne modifie jamais harmonieusement l'état de son atmosphère. Non loin de cette petite planète s'en trouve une autre, plus grande, qui passe quelquefois très près de Mars, elle aussi, et porte le nom de Terre. La Lune est d'ailleurs un fragment de cette planète Terre, laquelle doit perpétuellement en soutenir l'existence. Sur cette Terre se forment aussi des êtres tricérébraux, et ceux-ci possèdent toutes les données permettant à des corps éthriques supérieurs de se revêtir en eux. Mais en ce qui concerne la puissance d'esprit, ils ne ressemblent en rien aux êtres peuplant la planète dont je viens de parler. Le revêtement extérieur des êtres de la planète Terre ressemble beaucoup au nôtre, quoique leur peau soit un peu plus visqueuse. De plus, ils n'ont pas de queue, et leur tête est dépourvue de cornes. Mais le pire, ce sont leurs pieds, car ils n'ont pas de sabots. Il est vrai qu'ils ont imaginé pour les protéger des influences extérieures ce qu'ils appellent des chaussures. Cependant, leur invention ne leur sert pas à grand-chose. Outre l'imperfection de leur extérieur, leur raison est vraiment d'une étrangeté unique. Par suite de causes variées, dont je te parlerai peut-être un jour, leur raison éthrique a dégénéré peu à peu, et elle est actuellement des plus originales et même bizarres au plus haut point. Belzébuth voulait encore dire quelque chose lorsque le capitaine entra. Après avoir promis au jeune garçon de lui décrire une autre fois les êtres de la planète Terre, Belzébuth s'adressa au capitaine. Il le pria de lui dire tout d'abord qui il était, depuis quand il était capitaine, s'il aimait beaucoup son métier, et enfin de lui donner quelques éclaircissements sur les vaisseaux cosmiques actuels. Le capitaine lui répondit. « Haute révérence, avant même d'avoir atteint l'âge d'un être responsable, je fus destiné par mon père à cette carrière pour servir notre Créateur éternel. J'exerçais d'abord sur les vaisseaux transspatiaires les fonctions les plus basses, et finalement je méritais d'assumer la charge de capitaine. Voilà déjà 8 ans que je la remplis sur les vaisseaux au long cours. Dans mon dernier emploi, sur ce vaisseau Karnak, j'ai d'ailleurs succédé à mon père, qui remplissait presque depuis le début de la création du monde les fonctions de capitaine. Après qu'il se fût rendu digne par de longues années de service irréprochable, auprès de son éternité, de recevoir la charge de gouverneur du système solaire Kalman. Bref, votre haute révérence, j'ai commencé mon service au moment où vous partiez pour le lieu de votre exil. Je n'étais alors qu'un simple balayeur sur les vaisseaux au long cours de ce temps-là. Oui, de longues années ont passé. Depuis lors, tout s'est changé, et tout a été changé. Seul est resté immuable notre souverain Seigneur, que la bénédiction Amenzano soit sur son immutabilité dans tous les siècles des siècles. Vous avez fort justement remarqué, haute révérence, que les anciens vaisseaux étaient incommodes et très volumineux. Oui, certes, ils étaient compliqués, et des plus encombrants. Je m'en souviens très bien moi aussi. Il y a une énorme différence entre les vaisseaux d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. Dans notre jeunesse, tous les vaisseaux servant aux communications intersystémaires, aussi bien qu'interplanétaires, étaient mus au moyen de la substance cosmique Elekilpomagtistion, constituée par 2 parties distinctes de l'Okidanok omniprésent. Et c'est pour produire cette substance que ces vaisseaux d'autrefois devaient transporter une telle quantité de matériaux.
Après votre envol, on ne tarda pas à renoncer à ces bâtiments. Ils furent bientôt remplacés par des vaisseaux construits selon le système de Saint-Venôme.